Pierre Martinet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Marine TV. En 2005, vous publiez votre premier livre, Service Action, un agent sort de l'ombre, un ouvrage qui avait fait pas mal de bruit à l'époque. D'abord parce que vous y décriviez votre parcours et votre formation au sein du service action de la DGSE, ce qui n'avait pas spécialement plu à votre ancien employeur. Surtout, on y apprenait que vous avez été embauché par la direction de Canal+, après votre départ de la DGSE, pour espionner le rédacteur en chef de l'époque des Guignols de l'info. Vous revenez à l'écriture avec ce nouveau livre, pris en otage, un agent du service action raconte aux éditions Marel, où vous abordez un épisode tragique de votre vie. Nous sommes en 2011. Vous êtes alors en mission de renseignement privé, j'insiste, en Libye. Et c'est au moment de la chute de Kadhafi. Et vous allez être pris en otage pendant plusieurs jours. Lors de votre enlèvement, Pierre Marziali, l'homme qui vous a recruté et qui est votre ami, est assassiné sous vos yeux. Pourquoi avoir décidé de raconter cette histoire ? Alors, je voudrais juste faire une petite rectification. Je n'avais pas été embauché par Canal+ pour espionner Bruno Gassio. J'avais été embauché par Canal+ pour lutter contre le piratage audiovisuel de l'époque. Et au fil du temps, ça a dérivé. Donc, c'était vraiment une bêtise de ma part. Donc, voilà. Donc, c'était juste pour... D'accord. Et ensuite, pour répondre à votre question, ce livre est uniquement fait pour rendre hommage à Pierre Marziali. D'accord. Donc Pierre Marziali, comme vous le disiez, c'est un ami que je parle toujours au présent quand je parle de lui, et que j'ai depuis 1982. Donc c'est vraiment quelqu'un avec qui j'étais plus qu'ami, on était frangins. Et quand il m'a demandé d'aller avec lui, si j'étais capable d'aller avec lui à Benghazi, enfin d'ouvrir un bureau à Benghazi pour sa société militaire privée, qui était la seule à l'époque, et qui est toujours la seule, qui était la seule et l'unique, pour ouvrir un bureau à Benghazi pour 2 missions, une officielle et une officieuse. Et bien après réflexion, j'ai dit oui. Alors justement, lorsque votre ami vous propose ça, vous êtes un homme rangé, dans une situation plutôt confortable. Pourquoi vous décidez finalement de partir dans un pays qui est en pleine guerre civile? Qu'est-ce qui vous motive? Alors oui, effectivement, depuis quelques années, j'étais un peu rangé. Enfin, j'étais directeur technique dans une société qui vendait des alarmes. Je gérais pas mal de services, j'avais restructuré pas mal de choses. Et une fois que l'adrénaline, entre guillemets, de la restructuration, des résultats obtenus était passée, ben je tournais un peu en rang, je m'ennuyais un peu. Et j'avais à cœur de repartir dans des pays, alors pas forcément des pays en crise, des pays qui avaient besoin de security managers, ou faire de la formation pour des sociétés qui le faisaient dans des pays, sur le continent africain, parce que le continent africain, j'avoue que ça me manquait un peu. Alors, j'ai laissé tomber mon confort, entre guillemets, pour retrouver un petit peu le goût de l'action et de l'adrénaline, parce que en vérité, je me mentais, c'est ma vie. Donc j'ai décidé de chercher, avant d'accepter ce que Pierre me proposait, j'avais décidé de chercher autre chose. Donc c'était au moment du 17 février, la révolution libyenne avait commencé, et Pierre Marziali avait l'intention d'ouvrir un bureau à Benghazi, de façon à proposer des services militaires au Conseil national de transition, qui luttait contre Kadhafi. Mais il ne pouvait pas m'en dire plus par téléphone, donc il m'a demandé si je pouvais le rejoindre à son siège social qui était à Carcassonne. Chose que j'ai acceptée, bien évidemment. Ça me faisait plaisir de retrouver Carcassonne, parce que j'avais commencé ma carrière militaire là-bas. Donc j'étais à Carcassonne, on s'est retrouvés tous les deux, et c'est là qu'il m'a réellement expliqué quelle était la mission, quelle était la fonction et la mission de Secopex à l'époque. Donc je rappelle que Secopex, c'était la première société militaire privée, c'est d'ailleurs la dernière en France. Et il m'a expliqué qu'il avait une vitrine apparente où il faisait de la formation, tout ce qui est le plus conventionnel, de security manager ou de garde du corps dans les pays en crise. Donc il avait une société qui fonctionnait... C'est missions de contracteurs. Exactement, voilà, appelé vulgairement les contracteurs. Dans les pays, à l'époque, c'était encore un petit peu l'Afghanistan, il y avait encore un petit peu l'Irak, il y avait encore un peu de piraterie maritime, donc il proposait des formations de contracteurs reconnus, tout ce qui avait de plus légal, avec des certifications. Et parallèlement, il avait un client unique, qui était un client américain, pour lequel il faisait du renseignement économique et du renseignement plus général, et aussi il répondait à des demandes particulières de ce client, comme l'achat d'un aérodrome dans un pays en Afrique, comme l'achat d'une société de taxi en Égypte. Donc voilà, on n'a pas dit plus à ce moment-là. Il m'a juste demandé de réfléchir assez rapidement, de façon à ce qu'on puisse se mettre en place courant avril.
Donc après réflexion, j'ai mis un peu d'ordre, j'en ai parlé un petit peu chez moi et à ma famille, et puis je me suis dit, bon, banco, on y va. Donc je suis retourné à Carcassonne, et c'est là qu'on est rentré plus dans le vif du sujet concernant la mission parallèle. Et cette mission parallèle consiste? Alors la mission parallèle, bon, je vais essayer de faire simple parce que c'est quand même un billard à 3 bandes. Donc son client américain lui avait demandé de se rapprocher du premier cercle de Kadhafi. Donc pour se rapprocher de ce fameux premier cercle de Kadhafi, il fallait avoir une proposition à faire à ce premier cercle de Kadhafi. Donc ce qu'on appelle dans notre jargon un prétexte pour aller les rencontrer. Donc ce prétexte pour aller les rencontrer, il était assez facilement trouvable parce que Kadhafi, à cette période-là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, n'avait de cesse de répéter que derrière la révolution, c'était le Qatar et c'était surtout les mouvements islamistes qui allaient prendre le pouvoir. Donc lui, il est allé le voir avec son réseau Touareg, parce qu'il avait à l'époque un ami et associé, qu'on appelait Bob, et qui avait un réel réseau, africain, et surtout Touareg. Et à Tripoli, il y avait pas mal de Touareg. Donc ils ont réussi à approcher ce premier cercle. Je ne sais pas s'ils ont vu précisément et concrètement Kadhafi, j'en suis pas certain, mais ils allaient souvent à... C'est l'entourage. Oui, ouais. Le premier cercle. Et ils allaient souvent à Tripoli, donc ils avaient réussi à persuader l'entourage de Tripoli de signer une mission avec eux, donc avec de l'argent également, pour aller à Benghazi. Mais pendant ce temps-là, quand il était à Tripoli, il faisait du renseignement pour son client américain, parce que c'était le but. Alors on est avec du matériel. Le jeu très trouble. Ouais. Mais c'est un peu le jeu, hein, c'est du billard à 3 bandes. Donc, donc il avait pas mal de matériel, dont des téléphones Nokia à l'époque qu'on appelait Red Cloud, qui captaient pas mal de renseignements, d'informations, d'adresses, d'IP, de mails, etc., etc. Oui, c'est ce qui permet, on le pose à un endroit et à 50 mètres aux alentours. Mais on se balade avec aussi, ça fonctionne. Ça absorbe. Il avait aussi des éléments pour donner des coordonnées géométriques, enfin satellites. C'est ça, ouais. Et il balançait ça après à son client via un logiciel de cryptage qu'il avait dans un ordinateur, un très gros logiciel de cryptage que je ne connaissais absolument pas, qu'on n'avait pas non plus à la DGSE, que je n'ai jamais vu. Et donc voilà, donc la première partie était lancée, et la deuxième partie, c'était donc de pouvoir s'infiltrer à Benghazi. Et pour pouvoir s'infiltrer à Benghazi, enfin s'infiltrer, c'est pas vraiment le mot, parce qu'on y rentrait normalement, enfin, je veux dire, on franchissait une frontière sans... Mais de créer des liens avec Benghazi pour pouvoir rentrer officiellement. Donc, partant de là, on a recruté 2 personnes, un qui était plus commercial, géopolitique, et un qui était plus pour protéger cette personne-là qui n'était absolument pas militaire. Et donc on est parti en Égypte, au Caire, et le lendemain nous voilà partis à Benghazi via la route. Donc on est arrivé à la frontière égyptienne, libyenne. On est rentré tout à fait normalement, puisqu'on avait nos visas sur les passeports, que j'ai conservés d'ailleurs en souvenir. Et on est parti, on devait être récupéré par un contact Touareg qui n'est jamais venu, donc on s'est débrouillé. On a pris un taxi pour Tobrouk. C'était exactement ce qu'on disait, un taxi pour Tobrouk. Et puis on a passé une nuit à Tobrouk. Et ensuite, le lendemain, on est allé le 18 avril, on était à Benghazi. Et alors, dans votre livre, on ne sait pas finalement qui est le véritable commanditaire de votre ami Pierre Marzali, mais vous émettez une hypothèse. Alors, Pierre avait l'habitude de tout cloisonner. Donc, ce que je faisais, Bob ne savait pas ce que je faisais, Fred ne savait pas ce que je faisais, Eric ne savait pas ce que faisait l'autre, etc. Donc, vraiment, il cloisonnait. Donc, il m'avait bien expliqué qu'il avait un client unique américain, mais que ce client unique américain, c'était un client qui n'avait aucun rapport avec le monde du renseignement. Donc, si on faisait du renseignement, par ricochet, ça arrivait forcément à quelqu'un qui était intéressé par le renseignement qu'on lui apportait. Donc il avait rencontré aussi pas mal de personnes, d'anciens responsables du contre-terrorisme à la CIA, qui travaillaient pour une société privée à l'époque. Donc c'était pas compliqué de savoir pour qui on travaillait, et c'était surtout pas compliqué de savoir qui allait utiliser ce renseignement. Mais après, c'était pas étonnant, parce que ce qui est un peu compliqué pour les Français, parce qu'ils ne comprennent pas ce schéma-là. Tout de suite, ça crie aux mercenaires, ça crie aux loups, ça crie aux assassins, etc. etc. Mais en France, ça ne fonctionne pas comme ça. Cependant, dans les pays anglo-saxons, ça fonctionne comme ça. Ils se traitent énormément de services, dont les services de renseignement, certains services aussi d'interrogatoire, pardon. Et donc voilà, eux, ils ont une façon de fonctionner qui ne ressemble en rien à la nôtre. Donc potentiellement,
C'était pour le service de la CIA, pour... C'est ce que j'en ai déduit. Ouais. J'en ai déduit. Sans avoir la preuve, bien sûr. Je lui ai même dit, c'est OK, on travaille pour la CIA. Il m'a jamais dit oui, il m'a jamais dit non. Mais on se connaissait depuis tellement longtemps qu'il n'avait pas besoin de me répondre, quoi. Alors, au moment où vous partez pour la Libye, est-ce que les autorités françaises, et notamment votre ancien employeur, sont au courant de ce que vous faites, de votre véritable mission? Est-ce que vous les tenez au courant? Comment ça se passe? Alors, mon ancien employeur, je n'en sais absolument pas s'il était employeur, parce que j'avais plus de contact avec mon ancien employeur depuis pas mal d'années, parce que j'étais sorti du système. En revanche, Pierre Marziali, il était bien évidemment, il était suivi par la DCRI, je crois que c'était la DCRI à l'époque. Oui, c'était la DCRI. Donc, il avait des contacts réguliers. Et surtout, avant de partir là-bas, on avait émis plusieurs hypothèses quant à la suite. Les différents scénarios qui pourraient arriver après la chute de Kadhafi ou pas la chute de Kadhafi, etc. etc. Mais c'était vraiment structuré, et c'était vraiment factuel, et cette fiche, elle avait été transmise à certaines personnes à l'Élysée, et après, on ne sait pas si elle a été utilisée, si elle a été vraiment lue, mais pour l'anecdote, j'ai vu un reportage récemment, je crois, avant la sortie de mon livre, il y a quelques semaines, qui est passé sur je ne sais plus quelle chaîne, Arte je crois, où il y avait un ancien diplomate français qui reprenait exactement les 3 scénarios. D'accord. Et ça m'avait vraiment... J'avais fait tilt, et c'était exactement ce qu'on prévoyait qui allait se passer après cette fameuse révolution. Alors vous racontez également que votre ami vous propose, une fois que la mission sera terminée, de réfléchir à la création d'un groupe alpha. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la particularité de ces groupes et quelle aurait été la mission de ce groupe? Alors, quand j'ai été chercher Pierre Marziali le 11 mai dans la matinée à la frontière égyptio-libyenne, on a fait les 700 km qui séparaient la frontière de notre villa à Benghazi. On était tous les deux, le pilote, le chauffeur ne parlait pas un mot de français ni d'anglais, il parlait vraiment qu'arabe. On a fait tous les deux une longue discussion pendant, je crois, 5-6 heures ou 7 heures même. Et on a parlé de tout, on a parlé de nos familles, on a parlé de nos parcours, on a parlé vraiment... C'était très étrange d'ailleurs parce que on se connaissait depuis plus de 30 ans, on n'avait jamais eu l'occasion de se parler comme ça. Vraiment sans retenue, vraiment ouvertement, chose que les militaires ne font jamais. On est toujours dans la retenue. Et même, il y a une phrase qui m'avait marqué, avant de parler de ça, il m'avait dit si je meurs demain, c'est pas grave, parce qu'avec la vie que j'ai eue, ma famille est à l'abri du besoin, je pourrais partir tranquille. Il y a un truc prémonitoire Et il est mort à minuit 15, ou à peu près un truc comme ça, donc il est vraiment mort le lendemain. Et après, il me dit Pierre, bon, maintenant il faut que je te dise, je t'ai pas fait venir uniquement pour Benghazi. Vu ton parcours, on a vraiment des projets, j'ai vraiment des projets pour toi. C'est une demande de mon client. C'est une interrogation de mon client parce que c'était vraiment les balbutiements et il m'a demandé si j'étais capable de créer une cellule pour neutraliser certains chefs islamistes en Europe et au Moyen-Orient. Donc le but, c'est ça, des groupes alpha, c'est l'élimination. Pour faire un parallèle avec ce que je faisais au service action, j'étais dans une cellule qui faisait du renseignement en fin d'action. Donc le renseignement en fin d'action, c'est de trouver une habitude sur la cible pour qu'on puisse éventuellement l'éliminer. Ensuite, il y a une cellule qu'on appelait la cellule alpha, ou delta, ou ce que vous voulez, mais une autre cellule, qui allait vérifier la faisabilité de l'action, et ensuite, il y a action ou pas. Mais quoi qu'il arrive, c'est toujours le politique qui dit oui ou qui dit non. Qui appuie finalement, qui appuie sur le bouton. Donc je lui dis, techniquement, il n'y a rien d'impossible. C'est ce que vous faisiez. C'est ce que je faisais. Après, passer l'étape d'après, c'est pas compliqué non plus. Hein. Donc, il suffit d'avoir plusieurs choses. La première, c'est de l'argent. 2, c'est des moyens techniques. 3, c'est des moyens humains. Mais ensuite, on n'avait pas abordé l'aspect juridique, l'aspect est-ce qu'on doit quitter le pays, est-ce qu'on doit vivre dans un autre pays, est-ce qu'on doit changer d'identité, tout ça, on n'avait pas abordé parce que c'était juste une question technique. Moi, je lui dis techniquement, c'est absolument faisable. Et ça c'est mon avis. Et je pense que c'est indispensable aujourd'hui que les États pas forcément sous-traitent des missions comme ça là, mais qui est vraiment pas forcément mais qu'on ait vraiment une vraie collaboration avec les États. Et je pense que la France ne le fait pas assez. Ça, c'est ma réflexion personnelle. C'est pour ça que je préfère les pays anglo-saxons. C'est pour ça que je suis parti vivre dans les pays anglo-saxons. Alors, on est le 11 mai 2011, c'est après justement cette journée de voiture. Vous sortez du restaurant avec l'équipe que vous avez rassemblée.
pour effectuer cette mission. Et tout d'un coup, il y a des pick-up qui arrivent, des hommes armés et cagoulés qui vous encerclent. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors effectivement, en arrivant à la villa, il était très tard, on a posé nos affaires, et je ne sais même pas s'il a eu le temps d'aller prendre une douche. On est parti manger une pizza dans une pizzeria qui avait à quelques centaines de mètres de Vous notre... aviez vos habitudes là-bas? On avait, Les on avait, quelques jours où vous étiez ouais, là, on hein. avait été, nous on était à Benghazi depuis le 18 avril, hein, donc ça faisait un petit moment qu'on y était. On avait cette villa depuis plusieurs semaines, parce qu'on était resté qu'une semaine à l'hôtel. Et donc on avait trouvé ce restaurant qui était à peu près le mieux du coin, et dans lequel on mangeait bien, et pas cher, et puis on pouvait y aller le soir et rentrer très rapidement sans utiliser de véhicule. Donc on est allé là-bas à pied. À la sortie du restaurant, il était assez tard, déjà il devait être 23h, 23h30. Et je les laisse partir devant. Je passe un coup de fil satellite à son associé pour lui dire ok, le colis est arrivé, tout va bien. Je passe un coup de téléphone à ma femme pour lui dire que ça va. Et ensuite je les rejoins. Donc cette rue était sombre, hein, il était 23h, il y avait un peu d'éclairage, il y avait pas mal de poussière parce que c'était à la fois goudronné et c'était à la fois sablonneux. Et vous dites que vous avez un pressentiment Ouais, qu'il y a je un ne sais truc pas qui pourquoi. cloche. Il y a Je un sais pas truc qui pourquoi. cloche. Moi, j'ai un sixième sens et il y a un truc que je sens pas, quoi. Je vois avant de les rejoindre, je vois cette rue trouble. J'ai un truc. En fait, j'étais énervé depuis le repas. En fait, il y a un truc qui allait pas. Et quand j'arrive à leur hauteur, je dis à Pierre, c'est bon pour Bob. Et au même moment, sur la droite, je vois un pick-up avec une mitrailleuse, un bitube juste à poser de 14,5 qui nous braque comme ça. Donc il était vraiment face à nous. Et là, on a gueulé, quoi. Et puis instantanément, il y a des Ford Galaxy, là, les espaces Ford Galaxy qui étaient là aussi avec des inscriptions arabes. Les portes se sont ouvertes, il y a des mecs qui sont sortis en courant, en gueulant, cagoulés, habillés sombres, Kalachnikov à la main, ça a crié de partout, ils nous ont jetés au sol. On ne comprenait pas, hein. Et je me suis retrouvé par terre, ils nous ont ordonné de mettre les mains sur la tête. Je me suis retrouvé les mains sur la tête et avec le regard sur la gauche, parce que sinon je ne pouvais pas respirer avec la tête dans le sable. Et il y avait Pierre à ma gauche, les autres étaient à ma droite que je ne voyais pas. Et donc j'ai vu Pierre porter sa main gauche à sa poche gauche. Et c'est là que le coup est parti, c'est là qu'il a pris une balle. Donc pourquoi Est-ce qu'il essayait de récupérer? Là, vous dites c'est soit son téléphone, il n'était pas armé à ce Ah non, moment-là? non, nous on n'avait pas d'armes, justement, on n'avait absolument pas d'armes, et surtout pas d'armes, pour pas de créer de confusion, justement, pas d'armes, habillés tout à fait normalement, on était tout à fait transparent là-bas, on n'était pas des journalistes, comme certains le disent, on disait pas, on avait des cartes de visite, on avait des plaquettes commerciales, donc tout était clair. Et lui, il était venu à Benghazi avec pas mal de matériel, avec un peu d'argent pour acheter des 4x4, et aussi avec un nouveau téléphone. Donc moi j'avais 2 téléphones Nokia qui captaient les informations, et il est arrivé avec un smartphone nouvelle génération HTC, je me rappelle bien, je me rappelle encore de la marque. Il m'a dit tiens, je t'apporte le nouveau jouet, le dernier cri, et je vais le garder jusqu'à la pizzeria. Et moi je lui dis c'est pas la peine parce que tout Benghazi a été quadrillé, j'ai tout fait. Donc je vais te filer les disques cryptés quand tu vas partir, tout est bon, quoi. Bon, il a mis dans sa poche comme ça. Donc soit il veut le récupérer pour l'éteindre, pour pas qu'il tombe aux mains des personnes qui nous arrêtaient. Je ne sais pas. Il a eu un réflexe. Il a eu un réflexe, je ne sais pas. L'autre a eu peur ou pas peur, ou alors il voulait effectivement le tuer. Ils l'ont tué, quoi. Donc là, ça a été très vite. Ils nous ont enlevés, ils nous ont mis des serflex dans le dos, ils nous ont mis des chèches sur le... Vous n'avez pas le temps à ce moment-là de voir si votre ami est encore en vie? Non, mais en fait, ça a duré très longtemps. Enfin, très longtemps. Ça a été très rapide. Honnêtement, moi je pensais que c'était une exécution. Quand j'ai entendu qu'il tuait Pierre, je me suis dit bon bah c'est fini, quoi. J'ai fermé les yeux, j'ai attendu mon tour. Et après ça a été rapide. On nous a levés avant de nous couvrir les yeux. On a vu Pierre être pris par les jambes et par les bras. Donc il y avait de la chemise qui était ouverte. Je ne sais pas si c'est la chemise ou le ventre qui était ouvert. J'ai eu du mal, mais au départ je pensais que c'était le ventre, peut-être pas maintenant. Mais on a crié plein de choses, on a demandé de l'amener à l'hôpital, qu'il voit un docteur, etc., etc. On l'a vu, ils l'ont balancé dans le seul pick-up qu'il y avait, donc comme un vulgaire sac à patates. Donc voilà. Donc après, ensuite, on s'est retrouvés. Donc là, ça a été très vite. On s'est retrouvés dans les véhicules, les yeux bandés. Et ensuite, le véhicule est parti. J'ai essayé un peu de voir où on allait, le temps que ça mettait. J'ai essayé de conserver le cap, etc. Vous arrivez à savoir plus ou moins où vous vous retrouvez? C'est une caserne? Oui, plus ou moins. Je pensais qu'on était dans une caserne dans laquelle on avait été voir déjà le commandant des forces là-bas pour leur proposer justement de la formation, à qui on avait remis
des plaquettes et nos Donc câbles. potentiellement, il vous connaît, quoi. Je pense qu'ils nous connaissent. Bah après, j'en ai la certitude quand les premières secondes de l'interrogatoire commencent. Alors justement, là, vous allez être détenu plusieurs jours. Comment ça se passe exactement? Est-ce que vous allez être torturé? Comment ça se passe? Alors, donc ça, c'est le mercredi soir, le 11 mai. Donc il était très tard. Je me suis retrouvé dans une cellule sombre. Je ne savais pas où j'étais. Je me suis recroquevillé dans un coin. J'attendais. J'entendais crier, j'entendais tirer. Dans les cris que j'entendais, j'étais persuadé d'entendre Eric. Je pensais reconnaître sa voix. Je me suis dit, bon, voilà, là c'est bon. Là, je ne sais pas ce qui se passe, mais on va passer un sale quart d'heure, quoi. Donc je pensais vraiment qu'ils étaient en train de torturer et tuer mes autres compagnons. Vous êtes tous séparés, vous n'êtes pas. Ah ouais, on est tous séparés. On s'est retrouvés quelques secondes très rapides dans un couloir éclairé par des néons au plafond, et on s'est retrouvés chacun dans une cellule. Donc il y avait donc Eric, il y avait Fred, et il y avait Georges qui était arrivé avec Pierre Marziali le jour même. Et donc, alors j'avais plus la notion du temps, mais quelques longues minutes après, il y a la porte de ma cellule qui s'était ouverte, une porte blindée, une porte métallique. Et le mec est venu me chercher, il m'a traîné jusqu'à sur la droite, au fond d'un couloir. Je me suis retrouvé assis sur une chaise plastique blanc de l'extérieur, là, vous savez, ouais, de jardin. Exactement, de jardin, qui était en piteux état. Je me suis retrouvé face à un mec cagoulé, en treillis, cagoulé. Je voyais juste ses yeux. À ma gauche, j'avais un type barbu, très maigre, très nerveux, avec un pistolet à la ceinture et il avait le poing fermé. Bon, après, j'ai su que c'était un briquet qu'il avait dans le poing retourné, puisqu'il fumait aussi. Et c'est la première phrase, j'ai tout de suite compris. Alors, monsieur l'espion de Kadhafi, on sait qui tu es, on sait tout de toi, etc. etc. Bon, c'est des phrases qui restent un peu gravées. Donc à ce moment-là, ils vous prennent pour un espion qui est là pour les forces de Kadhafi. Exactement. Donc, il me dit, maintenant, on veut savoir où tu as caché les armes, on veut savoir, parce que tu es là pour ça, où tu as caché les armes, on veut connaître tes numéros de téléphone de tes contacts à Tripoli, etc., etc., etc. Alors moi, je commence à faire l'idiot. Moi qui traite Kadhafi, on ne travaille pas pour lui. On n'a jamais travaillé pour lui. J'ai même dit, bah non, en 87, on a même combattu au Tchad quand il avait envahi le Tchad au nord de Kalaït, etc. En plus, c'était vrai. En plus, donc voilà, donc j'inventais rien. Ouais. Et c'est là que j'ai commencé à recevoir des coups par le mec à côté. Et puis il reposait toujours les mêmes questions, je répondais toujours les mêmes trucs. Et puis au bout d'un moment, à force de prendre des coups, le sang coulait, etc., etc. Ben, là, j'ai commencé à me tendre et à lui répondre violemment. Ben, moi, j'ai dit, écoute, mec, ça peut durer toute la nuit, ça peut durer des semaines. Tu ne sauras rien parce que je ne sais rien, donc tu peux continuer à me torturer toute la nuit. C'est pas la peine. Donc le mieux, c'est que tu me tues tout de suite. Et j'ai répété plusieurs fois de me tuer en le regardant dans les yeux. Et ça a duré quelques secondes. Je ne sais pas combien de temps, je suis incapable de vous dire maintenant combien de temps. Et on s'est regardé fixement pendant quelques secondes. Et au bout de ce temps, il a baissé les yeux. Et il m'a dit, on ne te tuera pas maintenant. Donc là, j'ai su en mon fond intérieur qu'il ne me tuerait pas ce soir. Donc là, il m'a dit, tu vas retourner dans ta cellule et on vient te chercher dans une demi-heure. Voilà, j'ai gagné du temps, je suis rentré dans ma cellule dans un piteux état, plus psychologique que physique, parce que c'est rien, on prend des coups. Vous étiez un peu ouvert sur le crâne. Ouais, j'ai pris des coups, mais j'ai pris des coups. Enfin, c'est pas la première fois que je prenais des coups. Hein. Donc pour la petite histoire, dans certains stages, on a eu des interrogatoires, des interrogatoires, même s'ils étaient factuels, enfin ils étaient faux, pardon. Simulés, ouais. Simulés, c'était violent aussi. Hein. Ça rigolait pas, on prenait des coups, on dormait pas de la nuit, Donc voilà, donc c'est pas les coups qui m'avaient sonné, mais c'est surtout vraiment la peur de mourir. C'est la première fois de ma vie que j'ai aussi peur. J'avais jamais eu peur de ma vie. Je connaissais absolument pas ce sentiment-là. Et ce soir, je pensais que c'était fini, quoi. Je pensais que j'allais crever là. Donc j'étais vraiment dans un sale état, quoi. Et donc je me suis retrouvé dans la cellule et j'attendais d'y repasser. Et j'attendais vraiment. Franchement, la première nuit, je pensais que j'allais pas la finir. Et après, les trois premiers jours, je pensais que j'allais mourir. C'était sûr. Pour moi, c'était sûr. Parce qu'ils ne sont pas encore très clairs sur la volonté, sur ce qu'ils veulent faire de vous. C'est à la fois, ils vous interrogent, et à la fois, à un moment donné, vous racontez, il y a un simulacre d'exécution. Alors, il y a les simulacres d'exécution, mais moi, c'était tous les jours, quoi, en fait. D'accord, ouais. Après, après mes camarades, ils ont eu aussi des traitements difficiles, quoi. Je sais que Eric, ils lui ont mis des électrodes partout sur le corps, ils l'ont déshabillé, ils lui ont mis des électrodes, et prêt à lui mettre l'électricité. Ouais. Fred, il s'est retrouvé dans une pièce à genoux, à poil, il balançait des seaux d'eau et
et ils lui faisaient plusieurs simulacres d'exécution avec leur pistolet belge, le Browning. Là. Donc voilà, ça a été... mais moi, la question que je me posais, c'est qui sont-ils, quoi, en fait, je ne sais pas qui ils étaient, quoi. Parce que pour la petite... À ce moment-là, oui, c'est pas clair, vous savez pas qui... Je ne sais pas qui ils sont. Pour la petite histoire, la France aidait le Conseil national de transition. C'est la France qui a quand même soutenu les rebelles islamistes, parce que ce sont des islamistes, parce qu'après, j'ai eu l'occasion d'en parler avec eux. C'est la France qui les aide, donc je ne comprenais pas qui ils étaient, quoi. Donc, et c'est aussi grâce à ça si, à la fin, ils nous expulsent. Parce que je pense que ça ne les aurait pas dérangés de nous exécuter, quoi. Et donc, la détention dure plusieurs jours. On alterne des séances de torture, d'interrogatoire. Et alors, à quel moment ils comprennent que finalement, vous n'êtes pas forcément des espions de Kadhafi? Est-ce qu'ils le comprennent? Comment ça se passe? Non, ils comprennent jusqu'au bout. Non, mais ils savent très bien qu'on est des espions de Kadhafi parce qu'ils ont retrouvé dans les éléments de pierre, ils ont retrouvé quelques preuves qu'il était à Benghazi, à Tripoli, avec les réseaux Tripoli, parce que là-bas, il avait mis en place aussi un réseau de sources et qui lui donnait de l'information. Donc oui, on était des espions de Kadhafi. Tout pouvait... Ouais, mais oui, puis on faisait du renseignement pour prouver que derrière cette fameuse révolution pour la liberté, en fait, il y avait la charia qui allait se mettre en place. Et comme par hasard, c'est la première action du Conseil national de transition, c'est d'instaurer la charia. Donc voilà, donc on ne s'était pas trompé de beaucoup, quoi. Alors, pendant cette détention, ce qui vous fait tenir au fond de cette geôle, c'est, et d'ailleurs dans le livre vous alternez, c'est de vous rappeler finalement tout votre parcours de militaire, votre formation au sein de la DGSE. Oui. Moi, j'ai senti que c'était aussi une manière à la fois de rendre hommage à votre camarade Pierre Mardiali tout le long du livre, mais c'est aussi de rendre hommage finalement à tous ces hommes et ces femmes. Alors vous écrivez, c'est des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires. À quel point ça vous a aidé, ces souvenirs? Est-ce que vraiment vous étiez tout le temps en train de vous replonger là-dedans? Oui. C'est une carapace mentale que vous forgez à ce moment-là? Oui, bien sûr. J'alternais des moments... j'ai essayé de ne pas avoir... Bon, déjà, je suis resté concentré tout le temps. Le premier soir ou le deuxième soir, non, je pense que c'est le deuxième soir, peut-être le troisième, j'ai trouvé par terre, j'avais trouvé un bout de carton d'emballage de dentifrice, un bout de carton et avec un bout de stylo. Donc tout de suite, je m'étais préparé à rester en détention. Donc je voulais savoir où j'en étais en termes de temps. Donc je savais quel jour on était, bien évidemment. Donc j'ai fait tout de suite 3 mois sur ce bout de carton. J'ai fait des cases pour le mois de mai, juin, juillet. Je me suis dit, on verra à fin juillet si je suis toujours là. Donc j'avais la volonté de pouvoir rester concentré. En fait, grâce à toutes mes formations, grâce à mon parcours, j'ai réussi malgré tout à conserver cette concentration pour essayer d'abord de m'échapper et puis ensuite pour éventuellement tenir à d'autres interrogatoires plus musclés. Donc, et pendant ce temps-là, je m'évadais tous les jours, je pensais à tout ça. J'étais surtout inquiet pour ma famille et surtout inquiet pour Twiggy qui était là-bas. Je me disais comment ils vont réagir. Mais ça aide aussi à ne plus penser à ce qu'on subit. Et j'ai tout à fait, pendant tout ce temps-là, j'ai pensé aussi à toutes ces personnes qui mettent leur vie en danger. J'ai pensé à Denis Alex, qui était surtout lui, qui nous avait tous touchés, vraiment tous touchés, parce que même si j'y étais plus, moi j'y étais plus, si je l'ai croisé peut-être une fois ou deux, je le connaissais pas plus que ça, mais de savoir qu'il était tenu par ces islamistes en Somalie, les Shebab, je me disais, lui, il doit être dans des conditions 100 fois pires que la tienne, donc toi finalement tu es dans un Hilton, essaye de pas trop te plaindre et de trouver une solution pour partir. Donc j'ai essayé d'abord de trouver des solutions pour m'évader. J'ai bien fait de ne pas le faire. Et après, oui, tout au long de ma détention, je pensais à ma carrière. Comme vous dites, dans tous les ouvrages que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, à aucun moment je crache dans la soupe et à aucun moment, à chaque fois, je rends hommage à ces hommes et ces femmes de l'ombre et aux autres aussi, mais ces hommes et ces femmes de l'ombre qui passent leur vie à essayer de défendre nos institutions. Et qui la mettent en danger. Et qui la mettent bien évidemment en danger régulièrement, mais comme c'est clandé, personne n'est au courant. Il y en a qui meurent aussi, personne n'est au courant. Donc voilà, moi j'ai essayé de sortir de ce cachot mentalement, intellectuellement, psychologiquement, chaque jour. Mais j'ai aussi essayé d'avoir des réponses à certaines questions avec les co-détenus que j'avais. Et j'ai passé des nuits entières, parce que je pense que de ne pas avoir dormi pendant 15 jours, j'ai passé des nuits entières à avoir des discussions avec eux. Alors, ils ne parlaient pas bien français, presque pas, un peu anglais, un peu arabe, donc avec des bribes de compréhension. Non, c'était assez intéressant. Après coup, je peux dire que c'est une expérience qui est très intéressante. Et alors, finalement, au bout de plusieurs jours, vous allez avoir la visite des autorités françaises. Le samedi soir, plus exactement.
Donc, ce samedi, dans l'après-midi, il y a un petit gros là qui vient et il vient me chercher. Puis là, pour une fois, il était calme. Je me suis dit, tiens, c'est étrange. Il m'amène dans une pièce vide. Il y avait uniquement ma grosse valise que j'avais pris avec moi avant de partir, avec quelques affaires dedans. Et je reconnais les affaires de Pierre Marziali. Et je lui demande, Pierre Marziali, il me dit, bah, il est mort, comme ça. Et c'est comme ça que vous apprenez. Ouais, c'est comme ça que j'apprends, donc bon, c'est quand même un choc, une douche froide. Et il me dit de prendre un pantalon de toile là, de type treillis, beige, et une chemisette pour me changer. Là, je comprends pas trop leur truc. Je me suis dit, tiens, c'est encore un jeu entre le bad guy et les good guy. Et en fait, non, quelques temps après, ils viennent me chercher, ils me mettent un chèche également, et je traverse la cour, je me retrouve dans un couloir où ils m'enlèvent le truc devant les yeux, et je reconnais les gardes du corps de celui qui faisait office d'ambassadeur à Benghazi, qui s'appelait Sivan. Donc à qui j'avais remis déjà ma carte de visite dans un hôtel par l'intermédiaire de ces gardes du corps. Donc je me suis dit, tiens, ça c'est une bonne nouvelle. Donc je rentre dans une grande pièce avec une grande table ovale en bois, cirée et vernie, et je m'assois face à lui. Et d'abord la première question, il me dit comment ça va. Bah, je dis c'est pas génial notre histoire. Et là c'est là qu'il me dit je ne suis pas là pour ça, vous me mettez dans la merde. Ou vous me mettez dans l'embarras, je ne me souviens plus des termes. C'est l'un ou l'autre, je n'arrive pas à savoir lequel c'est. Et donc là, je dis merci. Bon, après, je ne me plains pas parce que personne ne nous a obligés à aller là-bas. Donc je la ramène pas je la ramène pas trop, quoi. Donc il me dit voilà ce qui se passe. Ils sont sûrs et certains, ils ont toutes les preuves que vous êtes des espions de Kadhafi, que vous êtes là pour espionner au profit du régime de Tripoli. On va essayer quand même de vous faire sortir de là. Mais si l'enquête commence, ça va durer des mois, vous êtes dans la merde, quoi. En gros, il me dit, moi, j'ai pas la main dessus, mais si... La France, à ce moment-là, n'a pas le pouvoir de peser suffisamment? Je pense que oui. Ouais. En fait, vous les gênez d'une certaine manière. Bah oui, c'est pas oui, bien sûr qu'on les gêne, c'est ce qu'il m'a dit, hein, vous me mettez dans l'embarras. Oui, mais s'ils avaient voulu nous faire sortir le soir même, je pense qu'ils auraient dit, bon, bah, soit vous les faites sortir, soit on arrête de vous aider. Mais il faut savoir que la France et l'OTAN, la France, l'Angleterre, ils les ont énormément aidés, hein, armement, formation, parce que avant notre enlèvement, on avait rencontré pas mal de militaires français qui étaient dans un état-major, dans une usine désaffectée qui servait d'état-major pour les forces. Mais énormément de militaires, hein, énormément de militaires français. La France était énormément présente là-bas. Après, c'est pas un reproche que je fais, hein, ils avaient choisi d'aider les islamistes une fois de plus, et ben après il faut assumer, hein. Donc oui, il y avait énormément de militaires français, il y avait des gens de mon ancien service, j'ai su après qu'ils ont été très actifs avec eux sur les lignes de front, des forces spéciales aussi, anglaises, il y en avait pas mal. Donc s'ils avaient voulu, je pense qu'ils auraient dit bon, maintenant vous arrêtez vos conneries. Et puis, voilà. Donc à ce moment-là, ils ne vous disent pas on va vous libérer. Ils vous disent non, absolument pas. Ça peut durer très longtemps si vous continuez à nier. Non, il me dit ça peut durer très longtemps si l'enquête commence. Parce que là, il n'y avait pas eu d'enquête qui avait vraiment commencé. Là, pour l'instant, c'était juste des interrogatoires musclés. Ils avaient juste, ils nous mettaient des baffes et surtout, quoi qu'on dise, c'était des mensonges. Donc pour l'instant, il n'y avait pas une sorte d'enquête. C'est après qu'on nous a présenté un mec qui faisait office de juge, qui parlait pas un mot de français, pas un mot d'anglais, tout était traduit, enfin bon, c'était du grand n'importe quoi. Alors ça se termine comment cette détention? Comment ça va se résoudre cette détention? Alors, au fil du temps, il est arrivé un moment où celui qui était cagoulé, c'était toujours celui qui était avec moi, j'ai jamais vu son visage, il vient me chercher, il me met dans un couloir, il y avait une table basse et avec cette feuille, tout rédigé en arabe, il me dit signe ça parce que c'est ton audition. Bah, je dis non, je signe pas ça. Je ne sais pas ce qu'il y a écrit dessus. Il me dit signe ça, et sinon. Donc après je me suis dit bon écoute, je m'en fous, je vais signer. J'ai commencé à signer. Chaque page je mettais une signature différente. Et vous gardez quand même ce côté un peu de résistance, c'est-à-dire que vous allez commencer à faire des paraphes, mais à chaque fois indifférent, une signature, mais pas qui est la vôtre. Je me suis dit non, c'est pas moi qui signerai ça. Aucune fois j'ai fait ma signature réelle. Mais en fait, quand on est séquestré ou pris en otage, il faut jouer avec eux. Si on n'est pas mort, il faut jouer avec eux. Il faut leur donner un peu, il faut résister un peu, il faut être un peu soumis, il faut leur rentrer un peu dans la gueule. Mais tout ça, c'est un jeu dangereux, quoi. Il faut savoir comment on le dose, quoi. Ça, c'est à dose
faut faire gaffe, quoi. Mais moi, je pense que le premier soir, j'ai pensé que j'avais pris le dessus quand même par rapport à ça, parce que je leur ai montré qu'ils pouvaient me tuer, je m'en foutais, en fait. Et ça, c'est un grand pas, parce que pour moi, c'était primordial de leur montrer que je m'en fous qu'ils pouvaient me tuer, ça m'était égal. Donc après, après c'était quoi? S'ils me tuent, ils n'ont pas d'informations, donc voilà. Donc oui, j'ai continué à jouer avec eux jusqu'à la fin. Donc, ils vous font signer ce document bon Ouais. gré mal gré, Ouais. et ensuite, ils vous demandent de passer devant une caméra. Alors ça, c'était le lendemain. Donc là, je me suis dit, si on fait ça, c'est qu'on a encore franchi un cap. Le lendemain, ils viennent nous chercher dans la cellule et je me retrouve dans le couloir et ils font sortir les autres. Donc on se retrouve pour la première fois dans le couloir avec des tronches déconfites. C'est là que je vois l'autre, je les vois et je les vois dans un état pas possible et je me dis, ça se trouve, j'ai aussi la même tête, quoi. Surtout les deux civils, ceux qui n'avaient pas de parcours militaire, ils étaient vraiment dans un état de fatigue. Oui, parce qu'ils n'ont pas eu cette formation que vous avez pu bien avoir. avancée. Ouais. Et malgré tout, nous, en ayant cette formation, on a quand même... c'était pas une partie de plaisir, je ne veux pas raconter d'histoire. Mais alors j'imagine ces gens-là qui n'ont jamais été confrontés à cette dureté, quoi. Donc on part. Là, c'est pareil, ils arment les Browning face à nous, ils continuaient, quoi, enfin, sans arrêt. On se retrouve, on traverse une cour. Là, on n'avait pas les yeux bandés pour la première fois. On traverse une cour, c'était en fin de journée. Et il faisait un peu sombre. On traverse une cour, on rentre dans une pièce, on se retrouve dans une pièce comme ça, toujours les mêmes chaises de jardin blanches et sales, une caméra, un drapeau derrière avec des inscriptions en arabe. Bon, je sais pas ce que... Et puis là, il y a celui qu'on avait surnommé Omar Sharif, qui était j'ai su après qu'il faisait partie des renseignements de Kadhafi, donc c'est quelqu'un qui avait basculé chez les rebelles. Donc c'était quelqu'un qui était... Celui-là, il était redoutable, celui-là. Celui-là, il ne fallait pas rigoler avec lui. Chacun de notre tour, il nous demande de dire devant à la caméra qu'on a été bien traité, qu'on est des espions de Kadhafi, que tout s'est bien passé et qu'on va être relâché sans problème. Et ça arrive à moi, et il me dit, toi, tu dois dire que tu es un espion de Kadhafi, que tu as relevé les coordonnées GPS de chaque machin. Je dirais non, je dis pas ça. Là, il s'est énervé, il m'a dit, si tu le dis pas, vous ne partirez jamais, on va te tuer, quoi. Alors là, je me suis dit, bon, si je ne le fais pas pour moi, je vais le faire pour les autres. J'ai dit, oui, je suis un espion de Kadhafi. Effectivement, j'ai relevé les coordonnées GPS de vos checkpoints, de vos différentes... ce qui est vrai, hein, ce que j'avais fait déjà. Et donc là, je me suis dit, il y en a un qui m'a lâché sur le retour, un qui avait toujours des lunettes de soleil, même ce soir-là, il m'a lâché, demain, on vous expulse. Donc là, je me suis dit, ok. Mais moi, dans mon fond intérieur, je me suis dit, moi, je ne sortirai pas vivant de la Libye. Ouais, vous restez dans cette idée que moi, j'étais certain. Donc ça me permettait aussi de rester concentré, de ne pas faire n'importe quoi. Donc là, je me suis dit, ok, je vais passer la nuit. J'ai décidé de ne pas boire. J'ai essayé de faire pipi au maximum pour rester dans leur véhicule ou dans les véhicules, je ne sais pas comment on allait être expulsé, pour ne absolument pas sortir des véhicules jusqu'à la frontière. Donc j'étais vraiment très concentré. Pour éviter tout prétexte, il a fui pendant la pause. Exactement. Pendant la pause et on a été Exactement. obligé de le tuer. Exactement. Je ne sais pas pourquoi. Je me disais, moi, je vais en prendre une dans un coin désertique, une dans le dos, et après ils vont dire, il a essayé de se sauver. Donc je me suis recroquevillé sur moi-même. J'ai passé toute la nuit j'ai rangé mes affaires dans un sac plastique, là, à poubelle. Et j'ai pas bougé de la nuit. J'ai pas dormi de la nuit, bien évidemment. Et j'ai attendu qu'ils viennent nous chercher. Ça devait être vers 5h30, 6h, vraiment et on s'est retrouvés menottés comme ça, avec des vraies menottes métalliques, menottés exactement dans les mêmes véhicules qui nous avaient arrêtés, avec lesquels ils nous avaient amenés à la caserne. Et on s'est retrouvés dans le véhicule. Donc je me suis retrouvé avec Eric qui était à ma droite, et le mec se retourne et me dit « Sorry for your friend ». Et là, je me suis dit, j'avais envie de lui sauter dessus, quoi. Parce que, bon, c'est pas grave, quoi, en fait. Et là, on est parti. Avec les mêmes véhicules, avec le même pick-up bitube. Et on est parti direction la frontière. La frontière. Entre-temps, j'ai su que c'était la Katiba révolutionnaire du 17 février. Entre-temps, j'ai su, avec toutes mes discussions, qui voulait autre chose que la liberté, qui voulait dégager... ce pseudo-État autoritaire et laïque pour instaurer un État islamique. Et c'était ça qu'ils voulaient. Donc c'est pour ça qu'en partant, je me suis fait fort de travailler sur ce sujet et surtout
De documenter, de documenter, d'expliquer. Après, dans mes différentes interviews que j'ai pu avoir avec des journalistes au retour, je leur ai expliqué, mais enfin, ils savaient aussi. Donc on est parti sur le parcours, on est parti rejoindre la frontière égyptienne, donc ils nous expulsaient, et ils nous ont bien dit, on vous expulse, c'est pas, comment ils nous ont dit ça? C'est pas parce que vous n'êtes pas coupable, c'est parce que la France nous le demande. Et bien entendu, vous n'êtes pas les vous avez. Ouais, vous pouvez plus revenir sur le. C'est plus la peine de remettre les pieds sur le territoire. Ça, bon, ça c'était pas la peine de me le dire. Ouais. Et donc on a passé le trajet comme ça, et on s'est arrêté dans une sorte de boui-boui là où ils servaient un café, un sandwich, et ils me donnaient une boisson que j'ai conservée avec moi parce que il me dit vas-y, bois si je boirai pas. Et puis quelques kilomètres plus loin, quelques heures plus après, on s'est arrêté exactement en plein désert, dans une zone très désertique, et ils ont ouvert les portes, et ils disent vas-y, allez vous soulager, il n'y a pas de problème. Moi j'ai dit non, je ne sortirai pas de la voiture. Je ne suis pas sorti de la voiture. Et vous avez fait tout le trajet, ouais, je n'ai pas bougé du trajet, en gardant la mâchoire serrée, concentré, et je les regardais fixement à chaque fois qu'ils me regardaient. Vous écrivez aussi dans votre livre, après cet épisode, avoir souffert d'un syndrome de stress post-traumatique. Alors à cause de cet épisode, mais aussi à cause de cette carrière de militaire, qui n'est pas une carrière évitante pour le physique et le mental. Pourquoi vous avez tenu à raconter cette facette de votre histoire? Parce qu'elle en fait partie, parce que j'ai pas de tabou, et parce que je ne suis pas le seul militaire ou conventionnel, spécial ou clandestin qui subit le post-traumatique. Et depuis quelque temps, c'est reconnu comme blessure de guerre pour certains, et c'est très bien, parce qu'il y a des militaires, hommes ou femmes, qui ont vécu des scènes d'atrocité en Afghanistan ou dans d'autres pays. Moi, c'était le cas quand j'étais à Beyrouth, quand j'étais jeune, quand j'étais dans d'autres pays. Ça faisait plus de 30 ans que je traînais ça avec moi. Et je pense que la Libye a été le détonateur. Et soit on se prend en main, soit on accepte, soit on reste dans le déni. On devient ivrogne, ou bien on devient aigri, etc., etc. On finit très mal. Donc j'ai décidé à ce moment-là de me prendre en main et d'accepter que la Libye puisse au moins avoir ce côté positif, si j'ose le dire, pour aller de l'avant après, quoi. Et le bouquin, ça en fait partie également. Ça fait partie de cette... Ça fait partie de cette... Parce que ça fait quand même... ça faisait quand même 7-8 ans que j'avais envie de le faire pour rendre hommage à Pierre et puis pour parler de la réalité du terrain, de ce qui s'est passé. Parce qu'en rentrant, j'ai entendu et lu tellement de bêtises sur ce sujet que j'ai décidé de vraiment rétablir sur ce qui s'était passé ce soir-là. Pierre Martinet, merci. Je rappelle le titre de votre livre, Pris en otage, un agent du service action raconte. Merci à vous.